Les enfants ont des besoins différents de la naissance à l'âge adulte. Compte tenu de leur âge et de leur croissance psychologique, plusieurs étapes sont observées dans leur évolution. Et aujourd'hui sur Osons vivre, nous nous intéressons à ces étapes en compagnie de notre psychologue, Monsieur William Dossougoin. Il est déjà en studio avec moi. Bonjour Monsieur William Dossougoin. Bonjour Madame Christelle. Alors, comment allez-vous? Oh, moi je rends grâce à Dieu. Content d'être là encore ce jour. Ouais, c'est un plaisir partagé. Et aujourd'hui, on va parler des enfants, des étapes à suivre dans l'éducation de nos enfants. Vous êtes psychologue, quelle est votre approche de cette question? Vous savez, comme on l'a dit dans nos émissions antérieures, les enfants ont plusieurs stades de vie. Oui. Et en fonction de ces stades, ils croissent, histoire quand même de devenir demain des personnes responsables. Oui. Et quand l'éducation n'est pas prise en compte, en fonction des besoins de chaque étape, on finit par leur rendre le revers de la main au lieu de leur donner au fait ce qu'il leur faut pour être bon demain. Donc c'est pour ça, au fait, aujourd'hui, l'approche que nous exploitons, c'est beaucoup plus la complicité entre parents et enfants, entre peut-être le père, la mère, parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de famille monoparentale, mais c'est la famille, au fait, traditionnellement créée, le père, la mère et les enfants. Donc les approches, c'est beaucoup plus favoriser une certaine complicité, un certain, je dirais, un certain tour qui permet non seulement aux enfants de s'exprimer, mais aussi aux parents, pour que toutes les fois où il y a peut-être une petite difficulté, qu'ensemble les solutions soient trouvées. D'accord. Qu'ensemble les solutions soient trouvées. Précisez-nous un peu de quoi il s'agit quand on parle d'éducation d'enfants. Vous savez, déjà éduquer, c'est juste guider hors d'eux, c'est-à-dire à partir de l'apprentissage et du développement des facteurs intellectuels, moraux et physiques, nous puissions inculquer à notre enfant le savoir-faire, le savoir-vivre et tout ce qu'il lui faut quand même pour que demain, tout à l'heure, je l'ai dit, qu'il soit une personne responsable, une personne dont nous sommes fiers. Parce que l'éducation de l'enfant, c'est le construire pour que demain, en fonction de ce qu'il pose comme acte, nous puissions nous reconnaître dans ce que nous lui avons enseigné. Construire son enfant, comment est-ce qu'on s'y prend? Vous savez, déjà avant que l'enfant ne naisse, et que peut-être c'est une femme qui porte un enfant en son sein, avant que cet enfant naisse, il y a tout un préalable qui se fait. Des apprentissages, comment il faut garder un enfant, comment allaiter un enfant, comment il faut nourrir un enfant. Donc, c'est tout un ensemble déjà que nous appelons souvent les besoins nourriciers. Donc, au niveau, c'est-à-dire il y a trois niveaux. Il y a les besoins nourriciers, il y a les besoins au fait affectifs, il y a ce que nous appelons les besoins au fait sociaux. Et en fonction de chaque besoin, l'enfant doit l'accueillir de ses parents. Donc, si nous devons peut-être aider un enfant dans son développement, c'est donner, comme j'ai dit tout à l'heure, des moments où cet enfant, nous l'observons. Parce que plus il grandit, déjà de 0 à 2 ans, nous l'avons dit ici, c'est l'étape où l'enfant répète les petites choses qu'il entend ou peut-être les petits mouvements. Oui. De 2 à 7, c'est l'étape où l'enfant rentre en relation avec les autres. L'enfant commence à apprendre de ce que les parents lui enseignent ou ce qu'il voit autour de lui. Et de 7 à 11, l'enfant commence à créer une certaine logique, commence par avoir un raisonnement. Et ce raisonnement, il applique beaucoup plus par rapport aux choses beaucoup plus mathématicales, où il veut calculer, vous montrer quand même qu'il commence déjà par réfléchir. Et de 11 à 19 ans, en fait, jusqu'à la fin de l'adolescence, on commence par voir l'enfant dans un raisonnement logique. Il commence par dire, exprimer mieux, il donne son point de vue. Il commence à dire, je suis aussi une personne, il faut compter à partir d'aujourd'hui avec moi. Donc, à ces différents stades-là, l'enfant de 0 déjà à 2, on commence par le mettre dans, je dis souvent, dans le tour de la famille. Que tout ce que nous faisons, nous puissions l'associer. Nous disons souvent, en fait, il faut le prendre comme assistant. Parce que quand tu es ici, peut-être tu es son père ou sa mère, l'enfant va s'approcher de toi, s'intéresser à ce que tu fais. Nier pour ne pas dire refuter ce que l'enfant fait en ce moment, c'est commencer à le faire croire qu'en réalité, dans la vie associative, on n'a pas besoin d'être ensemble pour y aller. Donc, pour aider l'enfant à développer non seulement une bonne estime de lui-même, une bonne confiance de soi, mieux qu'il se connaisse, c'est commencer à l'associer. Et tout à l'heure, je l'ai dit, fais de lui déjà, en fait, un assistant de tout ce que vous faites. Et si tu me prenais ça? Et si tu faisais ci avec moi? Pour telle chose, je voudrais t'avoir à mes côtés.
te prendre comme un assistant, ça te plaît? Il te dira oui, parce qu'il est content au fait. Ça l'élève, il se sent utile. Il se sent mis en valeur Voilà, vis-à-vis de il ses se parents. sent valorisé. Il voit carrément qu'il a sa place au cœur de la famille. Et tout cela fait qu'il crée un attachement, sécurité, qui le permet demain d'être un homme socialement équilibré. Alors, face à cette évolution de l'enfant, est-ce qu'il y a un stade, voilà, une étape bien précise qui est assez sensible que tous les parents ne doivent jamais rater? Vous savez, souvent chez nous, dans notre métier, on dit tout ce qu'il y a comme stade est prioritaire. Parce que quand tu rates peut-être de 0 à 2 ans Oui. et que tu penses que le stade prioritaire c'est de 11 ans à 19 ans parce que c'est l'adolescence, l'enfant sera le reflet de tous ces 3 étapes que tu as manquées et au niveau du 4e stade, au fait, il commencera pas à te créer davantage de problèmes. Donc pour éviter ça, tout ce qu'il y a comme stade de priorité, surtout, déjà par du bas âge, de 0 jusqu'à 3 ans, au fait, il faut commencer par associer l'enfant à ranger ce qu'il a dans sa chambre. Par exemple, avant peut-être qu'il n'aille manger, qu'on lui dise, mais tu sais, j'aurais bien aimé que ta chambre soit bien rangée pour qu'au retour, nous puissions faire peut-être des magasins dans ta chambre. On va mettre ça dans tel panier. C'est plus facile de Voilà. retrouver ses affaires quand Voilà. on les range, ranger ses jouets. Et du coup, l'aider aussi à commencer à faire des petits distinguos entre les habits propres et les habits sales. En ayant soin de lui dire, dans tel panier, tu vois, on met juste les habits sales. Dans les tiroirs, les habits qu'on vient de laver, qu'on a pliés, c'est là on les met. Donc quand tu dois aller prendre, tu vas prendre dans le tiroir. Pour que quand tu seras absent et que l'enfant sentira peut-être le besoin d'y aller prendre un habit, qu'il n'aille pas prendre un habit sale au lieu d'un habit propre. Parce que quoi? Tu le lui as enseigné. Maintenant, tout à l'heure, je parlais des stades prioritaires. Oui. Quand déjà de 0 jusqu'à 3 ans, Oui. tu lui apprends ces petites choses. À ce qu'il se sente intéressé par ce qui est fait par l'environnement. À ce qu'il sache qu'il peut compter sur ses parents. Et que tu fais de lui, au fait, ton complice. Et que déjà, de 2 à 7 ans, il commence à entrer en relation. Et que tout ce qu'il a, parce que l'enfant a besoin de 3 choses. Oui. De la présence, de l'affection que tu lui donnes et surtout aux réponses que tu donnes à toutes les questions qu'il te Qu'il pose. pose. Parce que de 0 jusqu'à 7, 11 ans, l'enfant va te bombarder, surtout au bas âge. Maman là, c'est quoi ça? Papa, c'est quoi ça? Papa, qu'est-ce qu'il a fait sur ses cheveux? Ah, Ouais, maman, ouais. il a porté une chaussure. Il pose des questions sur tout ce qu'il Il voit. pose des questions sur tout. Et croire Et que toutes les l'enfant... odeurs qu'il sent. Voilà. Et croire que, ben bon, il est juste en train de s'amuser et autres, c'est Une pas erreur. bon. C'est une erreur. Il faut s'intéresser à l'enfant, lui faire comprendre que, ah, tel événement, ah, d'accord, je comprends. Mais c'est une chaussure, ça. Et ça a telle couleur, au fait. Parce Comprendre que c'est sa personnalité qui est en train de se il développer comme exprime ça. non seulement sa personnalité, mais aussi il exprime tout ce qu'il a comme talent en lui. Parce D'accord. qu'un enfant qui observe et peut-être au retour commence par te dire, papa, telle chose, tu vas pas m'acheter ça, j'aimerais le faire aussi. Et que tu l'achètes, il commence par l'exprimer, tu commences par dire, ah mais enfant commence par développer telle chose. Qu'est-ce que je dois faire pour l'accompagner? Donc, au-delà de tout, chaque étape est prioritaire seulement qu'à le stade qui pose beaucoup plus de problèmes parce qu'il y a beaucoup plus de raisonnement. C'est le stade de 11 à 19 ans parce que quoi? L'enfant commence par raisonner, donne son avis et voudrait qu'on en tienne compte. Alors que souvent, les parents, compte tenu de l'expérience, vont juste refuser à ce que telle chose se fasse ainsi et l'enfant ne sera pas d'accord. Mais bien souvent, c'est dans le but de le protéger. Bon, en griffe, hein, parce qu'on se dit, bon, si je le laisse faire telle chose, il va développer tel caractère, tel comportement et c'est pas bon. Quel est le juste milieu à trouver? En réalité, quand c'est comme ça, c'est parce que tout à l'heure j'ai dit, la première des choses qu'on doit faire en famille, au-delà des peut-être des moyens financiers autres qu'on doit avoir, c'est de créer cette complicité avec les enfants. Ou quelle que soit la chose, quel que soit ce qui se passe, que l'enfant puisse se dire, même si papa n'est pas d'accord, même si maman n'est pas d'accord avec moi, mes parents m'aiment, c'est pour ça ils ont tel avis. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous puissions prendre le temps de nous asseoir quand il y a difficulté. Que le parent ne pense pas que le petit qui est là n'a pas d'avis, qu'il faut le lui imposer. Non. Quand il y a un petit souci, qu'on puisse s'asseoir pour dire, tu sais, telle chose que tu as dit ou telle chose que tu as fait, non, pas aimé, c'est pour ça que nous avons eu telle réaction. Nous pensons que tu n'as pas compris. C'est pour ça le que nous responsabiliser. Voilà. Et aussi, vous savez, toute chose, tout à l'heure nous avons parlé au fait de l'éducation. L'éducation, c'est conduire l'homme aussi à son plein développement. Parce que quel que soit ce que nous faisons,
et que notre enfant à l'âge adulte, au fait, n'est pas le reflet, devient autre élément que ce que nous avons éduqué, on devient un mauvais parent. Et on commence par se dire, qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de mon enfant? En quoi est-ce que j'ai manqué? Voilà. Donc, du coup, de 11 à 19 ans, l'enfant a besoin beaucoup plus de présence. Et au-delà de ça, l'enfant a besoin qu'on puisse l'écouter. Parce que vous savez, un enfant qui de 11 à 19 ans, je suis revenu parce que cette étape-là, les parents s'en plaignent beaucoup. Mon enfant, je ne le comprends plus. Il fait autre chose que ce que lui dit. Alors qu'en réalité, du jour au lendemain. Voilà, regardez ce qu'il fait. Alors qu'en réalité, l'enfant est en train d'exprimer un besoin. Et ce besoin, en fait, c'est l'influence des pères, du dehors, tout ce qu'il rencontre dans l'environnement, qui commence à exprimer à la maison. Et le regard du parent, ce n'est pas peut-être un regard, au fait, qui pose des préjugés, mais un regard qui lui permet, au fait, non seulement d'apprécier, mais de voir en même temps les difficultés futures, parce que quoi, il a été adolescent, il a été jeune, il comprend certaines choses. Donc quand on voit ça, il suffit juste d'appeler l'enfant, de lui dire tel événement, ça conduit à tel, lui expliquer. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons non seulement d'explications, parce que nous n'avons pas les éléments pour le dire. Pour petites choses, on dit non, on est catégorie ferme. L'enfant d'aujourd'hui n'entend pas non. D'ailleurs, le langage de non n'est pas refait dans le dictionnaire d'un enfant. Quand tu dis ne fais pas, c'est là que tu lui dis fais. Il entend fait. Il entend fait. Donc, du coup, la négation, on ne doit pas souvent l'exploiter quand on est en face des enfants. Mais on peut se dire peut-être, ah, tu as dit ci, tu as dit ça. Oui, mais. Est-ce que si ensemble nous faisons ci, ça, ou carrément, donne-moi du temps pour y penser. L'enfant se dit, ah, si mon parent dit, donne-moi le temps d'y penser, c'est que non seulement l'affaire que je lui ai dit est importante à ses yeux, il voudrait prendre du temps, alors que c'est un jeu, toi, parent, tu fais. Histoire quand même de l'amener à comprendre qu'il faut de la patience en tout et que ce n'est pas auto qu'il faut tout accomplir. Il y a des choses qui peuvent passer au fait, comme peut-être des non-urgences qu'on peut traiter après. D'accord. Alors, pour en revenir un peu au début du développement de l'enfant, c'est-à-dire 0 à 2 ans, 2 ans à 7 ans, voilà. Quelle est l'attitude que le parent doit adopter? Est-ce qu'il ne faille pas soi-même faire appel à l'enfant intérieur qu'il y a en nous pour nous ramener à leur niveau et mieux comprendre leur langage? Ça, en réalité, devant cette question, il y a toujours 2 paliers. Le premier palier, c'est que l'enfant a besoin d'une autorité. Et si toi, parent, tu n'as pas peut-être la manière de faire pour aider l'enfant à comprendre, à démarquer entre ce qui est enfant, ce qui est parent, très tôt, l'enfant va faire la confusion. Et à des moments donnés, l'enfant pourra peut-être te dire ce qu'il ne faut pas dire à son parent parce que quoi, tu as voulu peut-être créer un climat qui a créé peut-être des difficultés pour toi-même. Donc, à ce stade, il suffit juste que le parent, à des moments donnés, se mettre comme un enfant, c'est-à-dire cet ancien enfant qui est en toi pour comprendre l'enfant, c'est pour mieux, au fait, objectiver l'action de l'enfant et lui apporter la solution précise. Ce n'est pas peut-être que je dise, je deviens enfant, je vais m'amuser avec l'enfant, surtout que c'est agréable à des moments donnés, mais pour que l'autorité parentale s'exprime et que ce que tu feras pour l'enfant lui soit bénéfique. Quand tu fais appel à l'enfant intérieur en toi, c'est pour voir à la lumière des difficultés, tout ce que toi tu as vécu, histoire d'apporter un plus à ton enfant, pour que ça ne soit pas peut-être l'adulte qui parle, mais l'enfant intérieur qui a compris et qui veut aider cet autre enfant qui est en face et qui est en difficulté. C'est comme ça rapidement. Le deuxième palier, vous savez, en tant que parents, nous avons le devoir au fait d'aider notre enfant. Et en voulant l'aider, il faut surtout, j'insiste, il faut surtout que nous puissions apprendre de l'enfant. Parce que parfois... Apprendre de l'enfant, apprendre de l'enfant. Parce que parfois, il suffit juste de voir l'enfant et nous courons vers les situations. Il faudrait que le parent puisse prendre parfois le temps d'analyser ce que l'enfant fait. Parce que parfois, l'enfant, ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu faire. Et il voudrait reproduire parce que peut-être quand l'autre enfant faisait ça là-bas, on ne lui a rien dit. Et puisque ça lui a plu, il voudrait juste refaire. Parce que si tu le brimes ou que tu le fasses quelque chose, derrière toi, il le fera parce qu'il a trouvé du plaisir. Donc, quand on prend du temps de l'observer, ou parfois, tout à l'heure dit, la complicité, c'est là où ça amène, de discuter avec l'enfant. L'enfant te dira, mais c'est parce que j'ai vu ça à tel endroit. Ah, d'accord. Et ce faisant, en fait, tu commences pas à identifier les lieux
agréables qu'il faut à ton enfant et les milieux impropres qu'il faut éviter à ton enfant. C'est pour ça, à ces stades de 0 à 2 ou de 2 à 7, il est important que le parent, d'ailleurs à ce stade, si tu es parent et que ton enfant, quand tu rentres ou bien quand il y a une petite chose, que ton enfant n'est tout le temps pas avec toi ou pour s'amuser, c'est qu'il y a une petite difficulté. Oui. Et là, il est encore plus urgent au fait de voir quelle est la qualité de l'enfant en fonction des émotions qu'il exprime pour l'aider. Parce que si un enfant, par exemple, est tout le temps timide et que tu n'emploies pas peut-être des mesures pour l'aider à s'en sortir, il deviendra, en fait, quand il sera adulte, peut-être un grand timide et tu vas dire, mais bon, il ne me ressemble pas. Hein. Alors qu'en réalité, tu n'as rien fait quand tu l'as constaté pour l'aider. D'accord. Alors, comment motiver son enfant? Vous savez, peut-être on a déjà répondu brièvement dans les premières questions que vous nous avez posées. Oui. Mais je reviens sur 2 éléments. Comment motiver son enfant? C'est d'abord d'instaurer, au fait, des petites félicitations autour des petites activités qu'il fait et qui sont bons. Par exemple, tout à l'heure, nous avons dit ranger sa chambre. S'il range bien sa chambre, au fait, peut-être tu lui dis félicitations, hein, je suis content de toi. C'est pourquoi je dis félicitations, je suis content de toi. Souvent, pour des petites activités que nos enfants mènent, on leur donne peut-être un présent, histoire de lui dire, puisque tu as fait ça, je te donne au fait. Un bonbon. Un bonbon et ou bien autres. Tu vas regarder tel dessin animé. Voilà. Ce faisant, en réalité, on habitue les enfants au matériel. Ce qui fait qu'à des moments donnés, quand il ne le verra pas, peut-être à la fin de l'activité, il ne verra pas ça, ça risque de le démotiver. Donc, les paroles élogieuses doivent être utilisées à tout moment pour montrer à notre enfant que nous sommes fiers de lui. La deuxième chose, c'est que nous devons apprendre aujourd'hui de nos enfants. Vous voyez, pour motiver un enfant, par exemple un enfant qui va à l'école, c'est juste être présent quand il vit ses activités et qu'on soit juste là pour lui dire va dans ce sens, va de ce sens. Parce que pour l'orienter. Voilà, l'élément motivateur, c'est d'abord le parent. L'enfant veut juste accomplir. Mais on sait bien que c'est nous qui allons le guider. Quand bien même c'est lui qui le fera, c'est nous qui l'avons amené vers au fait l'objet. Donc nous le guidons. Ça fait partie parce que si les enfants manquent au fait d'accompagnement, ils sont démotivés, découragés. Et pour ce faire, il faudrait que nous soyons davantage présents avec des paroles non seulement élogieuses, mais à des moments donnés que nous puissions arriver à apprendre à dire non. Parce que dans nos émissions antérieures, nous avons parlé des encadrements. Que l'enfant ait des normes à la maison. Ce n'est pas parce que peut-être j'ai telle chose et que mon enfant demande alors qu'il est rassasié que je dois le lui donner. Non. Je dois sélectionner les voilà. Peut-être pour le motiver, je sais que tout à l'heure, il doit manger, il vient me demander un bonbon, me dit, mais mon enfant, je te donnerai, mais tu sais, d'ici quelques minutes, on va manger, on va passer à table. Et si nous allons préparer à table ensemble. Parce que quand un enfant fait une demande, et que cette demande-là est motivée par une intention donnée, quand je ne dis pas, bon, entre griffes, quand tu ne proposes pas une solution alternative pour que cette pensée-là s'étiole en lui, il continuera à nourrir. Parce que chez un enfant, quand il est peut-être assis là, il y a 1000 ou 2000 images qui passent dans sa tête et il voudrait les accomplir. Mais quand tu n'es pas assez averti pour l'aider à orienter ces pensées-là dans de bonnes directions, ces mêmes pensées non orientées deviennent en fait des difficultés à gérer toute la journée et tu passeras ton temps à te plaindre, mon enfant, il va pleurer avec. Et puis tout ça va générer une tension à la maison. Et on se dira, je suis fatigué. Donc, être présent, encourager l'enfant avec des paroles élogieuses et surtout apprendre au fait de l'enfant, peut-être pas un oui ou un non, pour lui montrer qu'il y a des normes. Tout cela favorise sa motivation parce qu'il se dit, mes parents m'ont enseigné ce qui est de la bonne éducation. Alors, concernant cette gestion des tensions, cette présence-là, quand il arrive des moments où on a des manquements, vous parlez tout à l'heure du stade de 11 ans, à 19 ans, où les parents se plaignent, dans certains cas, de voir leurs enfants faire des choses qui leur sont complètement étrangères. Comment est-ce qu'il faut faire face à ces manquements-là? Comment gérer ces situations? Vous savez, ce que les enfants aiment, c'est le jeu de pouvoir. Je te demande
tu tires, moi aussi je tire. C'est le jeu de pouvoir. Et quand tu n'es pas assez averti pour comprendre que ce que l'enfant dit là, ou ce que l'enfant fait là, c'est peut-être un truc qui est motivé parce que quoi il a vu, il voudrait représenter. Et au lieu peut-être d'avoir un œil averti et l'observer, l'appeler, discuter, tu t'acharnes après lui. Oui, donc du coup, juste à ce stade, comment gérer cette tension? La première des choses, je ne cesserai jamais de le dire en fait. La communication. La communication. Parce que qu'on le veuille ou non, l'enfant considère toujours son parent comme son parent. Mais ce qui crée d'embouteillage en famille, c'est parce que les besoins ne sont pas compris. Pas que les besoins, ce que l'enfant demande n'est pas là. C'est parce que ce n'est pas bien compris. Donc, pour gérer cette tension, la première chose, c'est de communiquer. Écouter l'enfant. Écouter l'enfant, surtout lui faire comprendre notre refus. Je dis souvent, quand tu dis non à un enfant, il faut lui faire comprendre l'objet de ce nom-là. De ce nom-là. Pour que demain, les mêmes situations ne se reproduisent pas et que ce même enfant n'arrive pas encore à poser les mêmes pas. Donc, quand tu lui expliques, vous comprenez. Après l'explication, il faut aussi écouter l'enfant. Pour qu'ensemble, vous trouviez un consensus. Parce que pour gérer une tension, il suffit juste qu'on puisse avoir de la patience. Oui. Parce que beaucoup de parents ne sont pas patients. Parce qu'on dira, mais quel âge il a, au fait, pour parler ainsi. Pour que je négocie avec lui. Pour que je négocie avec lui. En réalité, je dis, il fait, il exécute seulement. Point barre. En réalité, il y a des familles aujourd'hui comme ça. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais il faut aujourd'hui une autre manière de gérer non seulement la tension, mais l'éducation de nos enfants pour que nous soyons demain contents de ce que nous avons fait. Parce que l'enfant, qu'on le veuille ou non, il a des choses que nous n'avons pas. Et nous aussi, nous avons des choses qu'il n'a pas. Et c'est ces frustrations-là qui font qu'à des moments donnés, les parents, dans leur vieillesse, se rendent compte que les enfants les ont complètement abandonnés. Vous savez, ça, c'est autre chose. C'est de l'histoire familiale. Hein, c'est l'histoire familiale. On va peut-être pas entrer encore dans ce domaine-là. Dans ce domaine, peut-être on peut venir autrefois. Pourquoi Mais pas? il faut juste comprendre que quel que soit ce que tu fais à ton enfant, si c'est bon, il te le redonnera au fait au moment voulu au fait. Même peut-être au centuple. Mais le seul fait de voir, vous savez, ce qui fait la joie d'un parent, c'est peut-être que Madame Christelle est là et que après le débat, un auditeur ou bien un téléspectateur au fait appelle vos parents pour dire mais j'ai observé Christelle à la télé, vraiment j'étais content. Oui. Le parent, au fait, son cœur souriait, fleurit. Quand il voit que sa progéniture est en train de prendre le bon chemin. C'est tout, en fait. C'est pour ça, l'impact de l'éducation sur les enfants aujourd'hui doit les amener à une certaine responsabilité. Parce qu'ailleurs, en Europe, quand l'enfant commence par faire des petites bêtises, il y a ce qu'on appelle les contrats de responsabilité parentale. Ah. Et c'est renouvelable, en fait, c'est 6 mois renouvelable juste une seule fois. Avec l'enfant? Oui, en fait, non seulement avec l'enfant, mais avec l'autorité. Parce que quand l'enfant va à l'école, peut-être, et qu'il commence par avoir des difficultés, on vous interpelle une fois, deux fois, il y a ce contrat-là qui est signé. Et après ce temps, quand c'est renouvelable et ça continue à se répéter, on met ton enfant en adoption. Et puis c'est tout. Quand même c'est ton enfant, l'État s'en occupe avec toi. Parce que demain, si la société va mal, c'est parce que peut-être, non seulement toi, l'État n'a pas été éveillé. Dans nos sociétés africaines, pour ne pas dire le Bénin, en fait, on a beaucoup d'autres cultures. Parce qu'il y a les influences, on n'a peut-être pas encore parlé. Il y a les difficultés, les facteurs favorisant ces dysfonctionnements, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus les relations intergénérationnelles qui sont rompues. Avant, pour éduquer les enfants, ce n'était pas seulement le papa et le maman. Non. C'est toute la famille, au fait, élargie qui s'en occupait. Les oncles, les tantes, les grands-parents. Il y a tout le monde qui intervient. Et chacun intervient en fonction peut-être de ses charismes ou bien de son expérience. Aujourd'hui, c'est papa et maman isolés, au fait. La société s'individualise. Voilà. Et tout ça favorise davantage, je dis souvent, les manques en matière d'éducation. Parce que toi, parent, tu ne peux pas être là à tout moment. Alors, tu ne peux pas être là à tout moment. En psychologie, est-ce qu'il y a une façon pour vous de suivre les parents en difficulté? Les parents qui assument difficilement l'éducation de leurs enfants à cause de leurs propres problèmes personnels. Vous savez, je vais peut-être y revenir et l'occasion m'est donnée de leur dire, la fois dernière, on a parlé de la guidance parentale. Oui. Où il faut permettre aux parents d'acquérir les notions qu'il n'a pas
pour gérer. Pour gérer non seulement la famille, sa famille, c'est-à-dire les enfants et autres. L'autre aspect, les notions qu'il lui faut lui-même pour s'auto-gérer. Parce qu'on l'a dit, quand le parent va mal, l'enfant, sans méditation aucune, prend pour lui la tristesse, l'anxiété, l'angoisse du parent et il finit par se détruire lui-même sans pourtant comprendre ce que le parent a. Donc il y a la guidance parentale où nous aidons les parents à avoir les aptitudes pour s'en sortir. Oui. Et si peut-être les problèmes perdurent, au fait, on fait juste une thérapie qu'on appelle thérapie au fait familiale où l'enfant, le parent, tout le monde est là en fonction des difficultés qu'il y a, les parents manifestent et ensemble les solutions sont données, des résolutions sont prises pour que la famille puisse aller de l'avant dans la paix et dans la joie. Alors, face à la gestion de ces difficultés-là, pour en revenir à notre propos de tout à l'heure, est-ce qu'il y a des outils que vous pourriez partager avec les téléspectateurs? Vous savez, l'outil principal que je dis souvent, même lors de nos formations, ce que je dis souvent aux parents, c'est de ne jamais oublier que leur enfant, pour ne pas dire, c'est cet être-là qui est différent d'eux, est aussi appelé à grandir demain. Et que toute action que nous devons poser sur eux aujourd'hui doivent quand même les aider à grandir dans la paix. Et sur ce, avoir un bon contact avec les enfants. Croire que ces enfants-là sont bons. Vous savez, simplement. Il y a ce mal de notre société où très tôt on étiquette les enfants des enfants à caractère difficile. Oublie, voilà. Et ailleurs on les appelle les sauvageons. Oui. En fait, qu'on le veuille ou non, l'enfant est le reflet, quel que soit son caractère. Si aujourd'hui il est délinquant, il est toxicomane, tout ce qu'on peut dire, c'est parce qu'il a été dans un environnement social défaillant. Propice à ça. Voilà. Donc du coup, la première chose, c'est de créer la complicité avec son enfant. La deuxième chose, c'est de communiquer davantage avec son enfant. La troisième chose, vous savez, il y a quelque chose que nous oublions aujourd'hui. Les meilleurs moments de détente, c'est les moments où nous nous amusons avec nos enfants. Sortir avec eux, courir avec eux. En fait, on sort de nous-mêmes. On a le cœur en paix parce que peut-être on sait, la fois dernière, en fait, ils étaient quelque part où j'ai vu le parent courir tellement et l'enfant l'a dépassé et puis il était essoufflé. Il dit, l'enfant dit, oh maman, on y va, non? L'enfant dit, maman, on y va, non? Et puis elle souriait. Voilà. Il trouve qu'il dépasse son parent en quelque chose, qui lui montre un chemin et il est content. Du coup, créer des moments de joie, de convivialité, au fait, avec les enfants, histoire quand même de coller davantage les liens. Parce que ces moments, quand ça arrive, quand un enfant est mécontent de ton comportement, tu le sais parce qu'il est réticent à ce que tu fais. Ça te permet à ce moment-là de l'appeler pour dire toutes mes excuses, mon garçon. Ce qui, en griffe, ce qui est aussi ce qui n'est pas dans notre vocabulaire aujourd'hui, au fait, dans notre petit Bénin, au fait, que le parent dise à son enfant, tu sais, pardon, excuse-moi, j'ai mal agi envers toi tout à l'heure. Ça, c'est le monde à l'envers. En fait, ce n'est pas le monde à l'envers, c'est construire l'enfant. Parce que, vous savez, il y a 3 mots que nous devons exploiter davantage avec les enfants. S'il te plaît, pardon, excuse-moi. Parce que ça élève l'enfant et ça permet d'avoir tout le temps de bons rapports à la maison. Parce que, à quoi ça sert, au fait, de vivre comme des esclaves dans une même maison, alors qu'en réalité, les enfants sont nés, nous sommes mariés. Et tout le monde est appelé à évoluer. Tout le monde est appelé à évoluer. Donc, du coup, nous avons le devoir. Donc, il n'y a que ces 3 éléments-là que je puisse nous proposer et en même temps nous dire que être parent est éphémère. Les enfants, en fait, passeront aussi à l'étape de parents et ce que nous leur avons donné, eux aussi, ils donneront. Alors, profitons de ces petits moments d'enfance à construire pour l'avenir de ces petits genoux pour donner le meilleur de ce que nous-mêmes nous avons reçu. Nous en sommes les propriétaires de cette sagesse-là. Le reste, je pense que ça viendra par sucre. Super. On le considère comme mot de fin ou vous avez un mot à ajouter? Parce que nous sommes déjà à la fin du temps imparti à Osons Vivre ce jour. Non, si on doit parler au fait de mot de fin, c'est de dire davantage aux parents du courage. Merci. Du courage pour ce qu'ils font parce que ce n'est pas évident au-delà de tout ce qu'ils ont comme activité professionnelle de se consacrer à l'éducation des parents. C'est pour ça que j'ai dit du courage. À l'éducation des enfants. Ah bon, à l'éducation des enfants. Aussi à l'éducation des parents, nous le faisons au fait. C'est le psychologue qui parle. Oui, mais au-delà de ça, que les parents sachent simplement que la vie ne se répète jamais. Qu'ils n'ont qu'une seule vie pour se faire plaisir. Alors créons davantage
de joie autour non seulement de nos enfants, mais autour l'un de l'autre. Il ne faudrait pas qu'on parle tout le temps éducation enfant. Parce que tout ce que vous ferez, peut-être toi, père, tu feras avec ta femme, ou ce que la femme fera avec le père, c'est tout cela qui aura d'influence au fait dans la famille. Alors prenons du temps non seulement pour nous, pensons à l'éducation de nos enfants. Et toutes les fois il y a des difficultés et que nous pensons que nous sommes dépassés, n'oubliez pas d'informer les personnes averties pour faire aider et le reste passera, je pense bien. Voilà, Monsieur William Dossou-Gouin, psychologue. Merci d'être platé sur ce plateau de Osons Vivre ce jour. Merci de m'avoir accueilli, je suis content. Voilà, on parlait de l'éducation des enfants, chers amis téléspectateurs. On va évoluer aujourd'hui dans le midi et juste après Osons Vivre, c'est la chronique Plume Libre de Stanislas Amoy qui s'installe. On regarde.